Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Je suis Yoann Penverne, je suis un des associés de Deloitte qui copilote l'équipe Sustainability, développement durable. On a une équipe qui est très impliquée sur les sujets d'économie circulaire, une autre qui est aussi très impliquée sur la mode durable, sur les transformations de la mode. Et par ailleurs, je suis implanté à Nantes, donc c'était de bonnes raisons pour venir cet après-midi animer cette table ronde. Donc, ce qui réunit les intervenants du jour que vous voyez là sur les écrans, c'est à la fois d'être des entrepreneurs ou des intrapreneurs sur les sujets de valorisation des textiles et des matériaux en fin de vie. Vous allez le voir, on s'intéressera à des matériaux qui sont issus du textile bien sûr, mais aussi du linge de maison, du matériel sportif ou même professionnel. Vous allez voir qu'il y a une diversité de gisements. Et tous ces entrepreneurs ou intrapreneurs je pense, sont convaincus qu'il y a des gisements extraordinaires à exploiter. Je peux donner quelques chiffres, mais ils donneront quelques exemples. Il y a plus de 800 000 tonnes de linge, de vêtements, de chaussures qui sont mis sur le marché chaque année. Donc 800 000 tonnes dont il faut éventuellement chercher à prolonger la vie. Il y a aussi 70% de l'empreinte carbone des vêtements qui sont produits à l'occasion de la production de ce produit, de ce vêtement. Donc plus on fait durer le vêtement, plus on réduit ses émissions carbone, son empreinte carbone, plus on l'étale sur un grand nombre d'usages. Et puis dernier chiffre que je veux vous partager, c'est que dans les process de production de vêtements, il y a 20 à 30% de chute de tissus qui n'étaient jusqu'à présent pas nécessairement utilisés, et on verra qu'ils ont vocation à l'être de plus en plus. Et il y a une dernière raison, je pense, qui pousse aussi ces projets entrepreneuriaux, c'est la réglementation avec la loi AGEC qui interdit désormais de détruire les stocks d'invendus. Il faut trouver des débouchés. Vous le verrez avec les projets du jour, ils offrent des débouchés assez extraordinaires. Après, la question, on en a parlé juste avant dans l'intervention précédente, c'est de trouver le bon business model. Donc c'est un point qu'on abordera tous ensemble à l'occasion de cette table ronde. Et pour commencer, je voulais donner la parole à Maxime de La Virgule. Vous allez voir que l'aventure de La Virgule a commencé avec une planche à voile sur l'Erdre voisin, mais je lui laisse la parole. Oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Parfait. Je suis vraiment... Je dois passer devant ou... Oh, pas nécessairement. Je ne sais pas si on vous voit au fond. Non. Okay. Oui, dans ce cas-là, ça vaut le coup de se montrer. Oui, on va pousser ça, exactement. On s'adapte. C'est un peu dommage de ne faire que les entendre et pas les voir. Surtout qu'ils ont des choses à nous montrer. Donc je disais, Maxime, ça a commencé par de la planche à voile. On a un ancien sportif de haut niveau au micro. Merci pour l'introduction. On est vraiment ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Maxime, en effet, fondateur de La Virgule. Donc La Virgule, c'est une marque de sacs à dos et de sacoches vélo upcyclés. La particularité, c'est comme tu l'as dit, on est tous les trois des gros sportifs dans l'équipe. On est passionnés de sport, notamment des sports de nature. Et en fait, on a découvert qu'il y avait un gros problème dans cette industrie. C'est que les équipements de sport ne sont pas éco-conçus en amont, en général, et surtout, ils n'ont aucune solution de fin de vie. Donc, pour prendre mon histoire personnelle, moi, j'étais donc en équipe de France de planche à voile en jeune. J'étais en préparation olympique pour les JO de Rio en 2016. Et j'ai aussi fait les Jeux olympiques des moins de 20 ans à Singapour en 2010. Donc, j'ai vraiment beaucoup navigué aux quatre coins du monde. J'ai été le premier, je pense que quand on fait des sports de nature, en fait, on est un peu les premiers témoins de la pollution environnementale parce qu'on passe notre temps dans la nature.
Mais paradoxalement, je me rendais compte qu'à la fin des régates, si j'avais un trou dans ma voile, je la prenais, je la roulais, je la mettais dans une poubelle. Et je me disais, il y a forcément une poubelle magique qui va recycler tout ça. Et non, pas du tout. Ça a beau être des matières incroyables en termes de technicité, il n'y a aucune solution. Donc c'est vraiment ça le constat de base, et c'est pour ça qu'on a créé la virgule, c'est pour donner une seconde vie à toutes ces matières qui sont extrêmement techniques et qui apportent énormément de valeur dans le produit final. Si je prends ce sac à dos, c'est un sac qui est fabriqué à partir de différents équipements de sport. La matière principale que vous voyez ici, c'est de la toile de Zodiac, donc les bateaux à moteur. Les bretelles, elles sont faites avec des ceintures de sécurité de voiture qu'on vient couper dans les casses directement. Là, le système de fermeture, c'est des cordes d'escalade. Et si vous ouvrez le sac à l'intérieur, vous allez retrouver des ailes de kitesurf pour faire toutes les poches. Donc on arrive à faire un sac qui est fait 100% upcyclé en Europe. Donc on est une des seules marques à produire aussi des sacs en Europe. Tous les sacs sont faits en général en Asie. Des sacs à dos, en tout cas sur des sacs techniques, à partir de matières qui étaient censées être détruites. Et là, vous voyez aussi pourquoi on utilise l'anglicisme ou l'anglais upcycling. C'est qu'il ne s'agit pas de recycler pour faire moins bien. Il s'agit de recycler pour faire des produits de grande qualité qui bénéficient directement de la qualité des matières premières recyclées. On a là, je ne sais pas si tu peux le faire passer, mais on voit la qualité du produit, on va dire la créativité derrière cette démarche d'upcycling. Merci Maxime. On a un deuxième projet entrepreneurial avec Seconde Sous, et qui, comme tous les projets entrepreneuriaux, évolue. Je pense que c'est le propre aussi des projets entrepreneuriaux que de chercher le bon business model, chercher les bons clients. Donc effectivement, il y a des interrogations, il y a des tests, il y a des adaptations. Donc Camille, c'est ce que tu m'as raconté, que vous avez démarré avec le linge de maison, avec les vêtements pour enfants, et progressivement, vous vous ouvrez à une clientèle B2B. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement de Seconde Sous ? Oui, tout à fait. J'ai commencé la marque Seconde Sous il y a déjà 5 ans. Initialement, c'est parti du constat, comme ici tout le monde, l'industrie textile particulièrement polluante, mais j'ai une maman qui a travaillé pendant très longtemps dans le prêt-à-porter haut de gamme français et qui a vraiment vu la qualité des vêtements se dégrader au fur et à mesure des délocalisations. Donc ça m'a toujours marqué. Il s'avère que mon conjoint est antiquaire, donc on vit dans la seconde main. Et forcément, quand j'ai eu ma première fille, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis un peu dans l'histoire cliché, mais c'est mon histoire. Et ce qui fait que quand elle est arrivée, je me suis posé la question de comment faire pour ne pas hypothéquer son avenir, notamment avec les habits que je lui mettais sur le dos. Et c'est là que tout s'est rejoint et que j'ai commencé à utiliser des anciens linges de maison pour lui confectionner des vêtements. Donc de fil en aiguille, c'est devenu Seconde Sous. Pendant plusieurs années, on se fournit toujours au relais pour acheter tout ce qui est drap, nappe, rideaux, couverture. Ensuite, venant de l'associatif, pour moi, c'était important aussi d'avoir un impact social à travers ce projet. Donc, on travaille avec des ateliers et des chantiers d'insertion dans les Pays de la Loire et dans les Hauts-de-France. Mais voilà, le marché du prêt-à-porter est ce qu'il est. Donc même si on met la meilleure qualité dans nos vêtements, qu'on essaye vraiment de faire passer le désirable avant l'éthique, parce que c'est malgré tout ce que les gens recherchent avant tout, d'avoir de jolies choses, le marché est tel qu'il a fallu essayer de réfléchir à d'autres solutions. Et en fait, notre principale mission, notre principal objectif, ça a toujours été d'avoir un impact environnemental le moindre possible, entre guillemets, on va dire. Et on a commencé à être contacté par des entreprises qui avaient des textiles en fin de vie dont ils ne savaient pas quoi faire. Donc au début, c'était un nom définitif. Puis on s'est dit que peut-être finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, on a développé effectivement cette offre à destination des entreprises, l'idée étant de les accompagner dans un cercle vertueux en transformant ces textiles en fin de vie à travers des accessoires qui soient véritablement utiles à l'entreprise, à ses collaborateurs, collaboratrices ou clients-clientes, et pas juste faire des goodies en plus. Notre objectif, c'est de pouvoir remplacer les achats entre guillemets made in China par des produits upcyclés au sein même de l'entreprise. Donc voilà, quand on travaille avec des entreprises, on réfléchit à la définition de leurs besoins, on les accompagne dessus. On met à disposition notre réseau d'ateliers, puisque du coup, la précédente expérience en prêt-à-porter nous permet d'avoir plusieurs ateliers partenaires. On les accompagne sur des chiffres détaillés sur l'impact de cette production upcyclée. Et pour vous donner donc un exemple très concret, aujourd'hui, on travaille sur une expérimentation avec la Sémitane. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'opérateur de transport en commun de Nantes,
pour revaloriser leurs polos à travers des housses de siège pour leurs chauffeurs. Alors l'idée comme ça semble particulière, mais en fait c'est un vrai besoin exprimé de la part des chauffeurs d'avoir une protection sur leur siège. Et comme les polos étaient arrivés en fin de vie, voilà, la boucle est bouclée. A fortiori en période de canicule, tu me disais. Particulièrement en période de canicule, voilà, pour des questions d'hygiène aussi. Ouais. Et tu parlais de fabrication, d'ateliers de production, et c'est important parce que souvent quand on parle de ces sujets, la question c'est comment vous allez passer à l'échelle, comment vous allez scaler. Et justement, ça fait une bonne transition avec Simon de Losange, qui travaille précisément sur cette question de l'industrialisation de l'upcycling et de la réutilisation des matériaux. Simon, je te laisse développer. Du coup, je m'appelle Simon Perronneau, je suis un des 2 cofondateurs de Losange. Donc Losange, c'est une solution, c'est la première solution de découpe automatisée de produits finis, donc de vêtements particulièrement. On permet en fait à nos clients, événements, collectivités, grands groupes, marques de prêt-à-porter, haut de gamme, luxe, milieu de gamme, de passer à l'upcycling sans considérer la découpe comme une contrainte. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur des sujets d'upcycling. En moyenne, le coût de la coupe en upcycling, ça représente 50 à 65% du prix final d'un produit upcyclé, ce qui n'est pas normal quand on sait que sur de la production traditionnelle, ce prix-là, il est bien en dessous de 5-10%. Et donc on s'est posé la question, en fait, pour imposer une méthode de production la plus vertueuse au monde, Ewan le rappelait, les chiffres 70%, voilà, les chiffres en général qui nous sont donnés des différentes études donnent entre 70 et 85% de réduction d'émissions de CO2 en passant par un processus d'upcycling, donc de revalorisation de matière. Mais le sujet du passage à l'échelle, pour les marques, il se faisait aussi par une logique économique. C'est vrai que l'upcycling, c'est écologique, on l'a expliqué, c'est aussi stratégique parce que ça permet à des marques, à des groupes de revaloriser des textiles qu'ils possèdent déjà. C'est aussi stratégique d'une certaine manière pour ces marques-là, puisqu'elles se conforment aux législations qui rentrent en vigueur en France et aussi à l'échelle européenne, avec des dispositifs de ce mois de juin qui passent aussi petit à petit, aussi de se mettre en accord avec les scorings environnementaux qui arrivent très bientôt. Et le sujet d'upcycling, il est naturel quand on pense scoring environnemental, impact écologique, stratégie aussi de storytelling potentiellement. Mais il y avait une logique économique qui bloquait. Et cette logique économique, en fait, elle provenait essentiellement de la phase de découpe. Et cette phase de découpe, une fois automatisée, elle nous permet de proposer à des clients des tarifs finalement qu'ils auraient retrouvés dans la production traditionnelle. Aujourd'hui, on a une quinzaine de clients depuis 6 mois qui sont passés par nos services et on a pu revaloriser déjà 20 tonnes de produits finis, de vêtements, et produit à peu près 50 000 produits upcyclés grâce à cette automatisation de la découpe. Et quand Simon évoque les efforts du secteur pour travailler les matières premières recyclées, on parle aujourd'hui du secteur de la mode, mais c'est un effort qui est fait actuellement par beaucoup d'autres secteurs. L'utilisation de matériaux de réemploi. Je peux donner l'exemple de la construction, où là, il y a quelques semaines, par exemple, Bouygues a lancé à Nantes Cinéo, qui est une espèce d'incubateur pour des filières de réemploi des matériaux, avec cet objectif de réduction de l'empreinte carbone. Un des leviers principaux de décarbonation de l'économie, c'est le réemploi, c'est la réutilisation, le recyclage de matières premières à l'image de ce qui vous est présenté aujourd'hui. Donc le secteur de la mode avance comme beaucoup d'autres secteurs actuellement. Peut-être un point avant de donner la parole à IKKS et Auchan, sur vos partenariats, sur les logiques partenariales, de qui avez-vous eu besoin pour avancer, de qui avez-vous besoin aujourd'hui pour continuer d'avancer aussi bien pour la distribution que pour la fabrication. J'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul. Oui, en effet. Je pense qu'on est tous dans le même cas. L'upcycling ne fonctionne que dans des écosystèmes. Donc nous, par exemple, on travaille en direct avec les marques du sport et de l'outdoor. Un de nos partenaires principaux, c'est Patagonia aujourd'hui. On bosse avec The North Face, avec Eli Hansen, avec toutes ces marques en fait, qui font des produits incroyables, mais qui ne savent pas vraiment comment gérer cette partie fin de vie. Et donc, on est obligé de s'inscrire en fait, dans ces écosystèmes de transfert des matières pour qu'ensuite elles puissent être découpées. Donc là, on va travailler notamment avec des ateliers d'insertion et des ESAT, peut-être avec Simon demain. Et ensuite, cette matière doit être lavée, préparée, mise sur palette pour ensuite être emmenée dans des ateliers de confection
Donc là, nous, on va produire en France ou au Portugal ou en Allemagne si on va faire des sacs étanches, par exemple. On va vraiment choisir l'atelier en fonction du produit final qu'on veut avoir, tout en ayant en tête que la qualité du produit fini est extrêmement importante, parce que faire de l'éco-conception en amont, c'est très bien, mais avoir un produit qui dure 3 mois, ça n'a aucun sens. Donc il faut créer des produits qui vont durer 20 ans, 30 ans, et qui soient réparables à vie, pour qu'on ait vraiment un impact énorme. Donc sur toute la chaîne de production, il faut qu'on s'entoure à la fois des marques avec lesquelles on travaille, des personnes qui vont venir préparer nos matières, des personnes qui vont venir les coudre, et enfin les personnes qui vont venir les distribuer. Donc nous, on vend sur notre site directement lavirgule.eco, mais on est aussi distribué chez des distributeurs, notamment en Allemagne dans 22 magasins, et en France dans quelques boutiques indépendantes. Mais je pense moi j'ai envie de passer un message aussi aujourd'hui. Si vous travaillez dans le secteur de la mode, aidez-nous, parce que c'est vraiment dur de faire de l'upcycling en Europe. Vous connaissez peut-être le concept de Primovis, qui a été théorisé par Julia Fort, et qui consiste à dire que produire dans des conditions mauvaises a tendance à vous avantager économiquement par rapport aux autres. Donc produire à partir de matières vierges en Asie coûte finalement beaucoup moins cher et finalement beaucoup plus simple économiquement que de produire localement. Donc aidez les marques upcycling européennes. Si vous êtes distributeur, vendez des marques upcycling. Si vous avez des ateliers, aidez-nous à mettre en place des ateliers qui fonctionnent bien là-dessus. J'avais dit à Maxime de profiter de la parole qui lui serait donnée pour lancer un appel s'il en avait un. Message reçu. Et sur cette place dans la chaîne de valeur, dans l'écosystème, là, Simon et Camille, vous aussi, vous avez dû constituer un réseau particulier pour construire le business model de vos sociétés respectives. Oui, c'est vrai que le soutien des acteurs et des actrices de l'écosystème mode est très important pour des marques et des entreprises comme les nôtres. Je partage évidemment le message qui vient d'être porté. C'est vrai que un des premiers enjeux de l'upcycling, c'était le passage à l'échelle. Un des premiers enjeux de l'upcycling, c'était l'adéquation prix et facilité aussi. Aujourd'hui, on a beaucoup de marques qui sont surpris de la facilité avec laquelle on peut mettre en place des projets d'upcycling chez elles. Surpris des prix qu'on peut proposer sur des choses finalement. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a 3 marques qui nous ont contactés la semaine dernière, auxquelles on a fait des propositions tarifaires qui étaient similaires à celles que leur avaient fait des ateliers traditionnels à partir de rouleaux, alors qu'elles vont utiliser leur propre stock. Donc finalement, le message qu'on a envie de faire passer, c'était aussi penser à la hiérarchie des solutions de revalorisation. La loi AGEC a mis en place une hiérarchie. Au niveau européen aussi, elle existe. Et dans cette hiérarchie, finalement, il faut penser à l'upcycling avant de penser au recyclage, avant de penser à l'effilochage, avant de penser à la destruction, parce qu'on peut faire des choses formidables avec les gisements qui existent déjà. J'ai parlé d'invendus parce qu'on travaille beaucoup avec les invendus des marques, mais aussi avec des produits de seconde main, des vêtements de seconde main qui sont disponibles dans des centres de tri. Directeurs et directrices d'achat et de production, pensons à l'upcycling comme une solution viable, davantage que comme une contrainte ou comme simplement une solution de revalorisation en toute fin de chaîne, alors que certes elle est utile aujourd'hui en fin de chaîne pour revaloriser des produits qui sont déjà là. Pensons là aussi en amont comme une solution potentielle pour des futures collections qui sortiraient l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Merci. Pour ma part, j'aurais envie de rajouter qu'on n'a pas besoin d'être une entreprise textile pour faire de l'upcycling. On se rend vraiment compte quand on discute avec des personnes de notre projet, de notre offre B2B notamment. On a assez régulièrement le retour de « Ah mais oui, c'est vrai, on a 10 cartons de t-shirts de l'événement de l'année dernière, on ne sait pas quoi en faire, on ne veut pas le jeter. » Donc du coup, c'est intéressant. Donc voilà, toutes les entreprises peuvent être concernées par ce type de problématique et surtout en tant qu'individu, vous avez tous le pouvoir aussi de pouvoir véhiculer ça à travers vos entreprises. Nous, on rentre souvent dans les entreprises par des personnes qui sont convaincues par le projet. Des fois, ça se fait assez facilement au niveau de la direction. Des fois, il faut pousser un peu plus. Mais en tant que collaborateur, collaboratrice, vous avez souvent quand même un vrai pouvoir au sein de l'entreprise et le fait de leur démontrer que grâce à ce type de projet, ils peuvent développer une marque employeur vraiment forte, c'est un véritable avantage pour la démocratisation de l'upcycling. Donc un nouvel appel est lancé, j'espère que vous l'avez aussi entendu celui-ci.
Là, on a parlé des entrepreneurs, mais je disais qu'il y a aussi des intrapreneurs qui portent des projets innovants dans des entreprises bien installées. C'est le cas d'Élise et d'Elisabeth. Donc, Élise, est-ce que tu peux nous raconter ces fameux corners que tu as installés dans tous les magasins, dans plusieurs centaines de magasins Auchan? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous, Élise Ceccomarini. Alors je ne suis plus chef de produit, j'étais pas à jour sur LinkedIn, mais je suis maintenant effectivement chef de projet RSE, donc en soutien et en accompagnement sur la structuration et la définition des business models circulaires chez Auchan Retail dans le textile. Donc c'est vrai qu'Auchan, nous, on est avant tout un distributeur alimentaire, je pense que vous nous connaissez pour ça, mais on a aussi des marques de non alimentaires et notamment notre marque de textile qui s'appelle Inextenso. En 2019, et donc bien conscient de la réalité du marché, on s'est dit qu'il fallait qu'on lance finalement nos corners de seconde main. Juste pour vous rappeler quelques chiffres, il y a un petit rapport qui est sorti de la Fédération de la mode circulaire et d'Accenture qui est très bien fait. On a eu une progression finalement du réemploi de la seconde main entre 2019 et 2022 de 17% de manière annuelle, et on a une progression qui est encore très forte de l'ordre de 13% annuel jusqu'à 2030. Donc je vous parle avant tout de chiffres parce que je viens d'une entreprise qui est finalement assez traditionnelle, assez classique, et qui doit faire pivoter son business model. Alors petit à petit, parce qu'on ne transforme pas une entreprise aussi grande d'un coup, mais qui a commencé à faire pivoter son business model, en tout cas en textile, à partir de 2019. Il y avait donc ce souhait de se lancer sur la seconde main, et on a eu une chouette opportunité de rencontrer une start-up qui à l'époque s'appelait Patatam, qui depuis s'appelle Redive, et qui nous a proposé, je m'étouffe, de implanter des corners de seconde main dans nos hypermarchés. Donc ça paraît un peu fou à l'époque, on était les premiers à le faire. On s'est lancé, alors en février 2020, mauvais timing, vous me direz, avec le Covid. Néanmoins, on s'est lancé et on a réussi à déployer dans 113, pour être précise, hypermarchés, une offre de seconde main, donc qui est principalement textile, sur de l'homme, de l'enfant, de la femme et du bébé, et qui nous permet en fait de pouvoir tester l'appétence de nos clients, aller aussi se positionner sur un marché dans lequel on veut pivoter demain, parce que c'est dans des enjeux stratégiques de l'entreprise aujourd'hui que d'aller vers davantage de décarbonation, de préservation de la ressource. Et donc on a eu cette formidable opportunité de démarrer ça avec Patatam à l'époque, qui aujourd'hui nous accompagne dans le déploiement du business. Et qu'est-ce qui vous apportait, qu'est-ce qui continue de vous apporter? Pourquoi vous ne l'avez pas fait tout seul, en clair? Alors nous, on est, je le disais, avant tout des commerçants en fait. Notre savoir-faire, c'est de vendre des produits, tout type de produits. Et c'est vrai que d'aller se lancer sur de la collecte, sur du tri, sur de la catégorisation de produits, on ne savait pas forcément faire. Et donc Patatam nous a apporté cette force-là. On a réussi dès le démarrage avec eux à lancer un programme de collecte auprès de nos clients, donc pour à la fois récupérer le gisement, eux se charger d'en faire le tri, la catégorisation, et nous permettait de leur passer des commandes selon nos process habituels, d'avoir un réapprovisionnement automatisé. On recevait finalement des produits qui étaient étiquetés. Et donc nous, ce qu'on avait à faire, c'est ce qu'on sait faire de mieux, les mettre en rayon et les vendre. Et donc c'est vrai que ça a bien fonctionné entre nous, puisqu'on était complémentaires sur nos savoir-faire, et on n'a pas souhaité chez Auchan, en tout cas au démarrage, se lancer sur des métiers qu'on ne connaissait pas. Donc... J'ai envie de te poser une question sur la logistique associée, parce que de 14h à 14h30, pour ceux qui étaient là, c'est un point qu'on a beaucoup abordé. Est-ce que ça a été un défi pour vous de stocker, toute la logistique associée à cette nouvelle offre ? Alors nous, aujourd'hui, on a aussi finalement essayé de conformer la logistique à ce qu'on savait faire. On est sur un modèle d'achat-revente, donc on supporte les stocks aujourd'hui chez Auchan de seconde main. On les fait livrer et transiter par des plateformes logistiques finalement qu'on utilise déjà pour le reste de nos produits. Et donc nous, ce qu'on a souhaité faire finalement, c'était d'aller mutualiser les flux existants, de les massifier pour gagner en efficience. C'est vrai qu'on
n'est pas parti du coup sur un modèle qui est extrêmement local et qui, moi, à titre perso, me parle énormément quand on parle de seconde main, d'aller gérer plutôt ça au sein des villes, des métropoles, des régions. C'était pas un souhait de départ parce qu'on n'était pas rodé pour ça. Néanmoins, on s'interdit pas d'y réfléchir un peu plus par la suite. Et en tout cas, pour contourner le problème logistique, aujourd'hui, on a utilisé nos flux qui, chez Auchan, sont déjà bien installés. Merci. Alors Elisabeth, tu représentes à la fois IKKS aujourd'hui et Smala, parce que Caroline n'a pas pu se joindre à nous, vous la voyez en photo, mais je sais que tu sauras très bien parler de votre collaboration. Et là, à nouveau, la même question. Enfin, on a parlé de catégorisation tout à l'heure, ou de caractérisation, qualification de la qualité du produit. J'ai cru comprendre quand on s'en est parlé que ça avait été un point important là, dans le choix de Smala, ce savoir-faire dans la catégorisation de l'offre de seconde main. Oui, alors tout à fait. Alors après, pour rejoindre aussi ce que disait Élise, on a été aussi en train de constater la montée de la seconde main. En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'un de nos principaux concurrents, c'est Vinted, plus que n'importe quel autre. Donc, ça, c'était un premier constat. Et donc, on avait envie, en fait, d'intégrer chez IKKS de la seconde main. C'était un souhait dans notre roadmap RSE. Après, très clairement, c'est un autre métier, comme tu disais. Et en fait, on s'est dit qu'on avait besoin de se faire aider sur ce sujet-là. Et après, donc on avait vu des solutions qui étaient plus globales. Et puis, finalement, en fait, après réflexion, on s'est dit que l'endroit où, en fait, sur IKKS, on fait de l'homme, de la femme et de l'enfant, l'endroit où en fait on avait le plus besoin de seconde main, c'était sur l'enfant, puisque en fait, l'enfant par nature, il y a un renouvellement du vestiaire et que forcément ça génère énormément en fait de ressources. Et là, en fait, localement, on a Smala et donc en fait on les a rencontrés très rapidement et pour elles, c'était intéressant de collaborer avec nous puisque moi j'étais très surprise. La première fois on a été les rencontrer. Il y avait un énorme local avec, je crois, plus de 100 000 références. Et quand je lui ai demandé combien de temps en fait là pour tout ça, elle me dit il y a 3 semaines de vente là. Tous les 3 semaines, son entrepôt se renouvelait tellement en fait il y avait une appétence en fait sur la seconde main au niveau de l'enfant. Et du coup, on a très vite commencé à discuter ensemble sur comment travailler ensemble. Elle a besoin de gisements, comme elle dit, en fait, besoin de produits. Ouais. Et puis nous, en fait, on a besoin en fait d'un savoir-faire parce que effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, la seconde main, c'est beaucoup de logistique. Et du coup, en fait, de travailler avec quelqu'un qui a déjà éprouvé en fait tous les systèmes, la collecte, comment renvoyer, le colissimo, etc., comment on traite ça, etc., comment on remet ça en vente, c'était franchement un atout en fait dans notre choix. Et puis le fait que ce soit local aussi. Et quelles sont les prochaines étapes de développement là dans ce partenariat? C'est quoi la suite? Alors déjà en fait pour l'instant on est en train de développer le site de seconde main IKKS Enfants n'est pas encore sorti, ça sera pour l'année prochaine. Donc là on travaille sur le projet, c'est effectivement très compliqué en fait, on a beaucoup de réunions de travail, on s'aperçoit en termes de logistique, comptabilité, etc. en fait c'est pas simple et du coup déjà on va voir en fait ce que donnent les premiers résultats en fait de l'enfant. Après dans l'offre qu'on a chez IKKS, l'autre point sur lequel on a envie de travailler, c'est en fait notre offre de maroquinerie, les sacs femmes que l'on a, où on pense que il peut y être intéressant aussi de travailler sur de la seconde main. C'est un produit qui est durable, qui en cuir, et donc qui a une belle valorisation en seconde main, parce que c'est aussi un peu ça le problème. Le produit se dévalorise énormément normalement en seconde main. Sur la maroquinerie, en fait, on voit que la dévalorisation est moins forte. Et puis aussi, ça montre que les produits peuvent durer dans le temps, donc c'est gage de qualité pour la marque aussi, de pouvoir proposer une offre de seconde main. Et justement, tu parles de valeur. Quel est votre business model à toutes les deux pour vos entreprises respectives sur ces projets de seconde main? Est-ce que c'est de la commission? Est-ce que c'est de la marge de manière habituelle? Comment vous fonctionnez? Alors nous, aujourd'hui, chez Auchan, en France, parce qu'on n'est pas que présent en France, on est sur de l'achat-revente. Donc on porte les stocks comme quand on achète du neuf auprès d'un fournisseur. Et donc le modèle économique, finalement, c'est la marge entre le prix auquel j'ai acheté ma marchandise et le prix auquel je la revends. On explore d'autres modèles dans d'autres pays en Europe. Je les mentionne rapidement, mais c'est intéressant. On fait du dépôt-vente en Espagne avec une
avec Caritas, que vous connaissez peut-être, qui est une organisation catholique en fait, qui a développé toute une branche autour de la revalorisation du textile, de la collecte, etc. Avec eux, on fait du dépôt-vente, puisque ils ont aussi toute une branche autour de la réinsertion par le travail, et donc les corners dans les magasins Auchan sont finalement gérés par des personnes de chez Caritas. Donc ce qui est hyper intéressant aussi dans le modèle. Donc nous, on a plein d'approches différentes finalement pour, en fonction des pays dans lesquels on est présent, parce que c'est pas uniquement la France. En tout cas, et je rejoins un peu ce que disait Anna Chelisi là juste avant sur l'intervention, c'est vrai que nous aussi on a été confrontés à nos directions financières en nous disant mais bon concrètement tu me dégages quoi comme sous. Donc oui, on regarde encore pour l'instant le chiffre d'affaires, la marge, la rotation, l'écoulement comme des indicateurs traditionnels d'une entreprise. C'est quand même ça qui nous fait vivre aujourd'hui. Mais on ne s'interdit pas d'aller mesurer des indicateurs extra-financiers. Donc par exemple, je vous parlais de décarbonation de l'offre tout à l'heure, qui est un sujet chez Auchan dans notre feuille de route à horizon de 10 ans. On sait qu'aujourd'hui, quand on vend un produit de seconde main, finalement, il n'a pas été produit une seconde fois. On a préservé des ressources. Donc, on prolonge sa durée de vie et ça nous permet de le valoriser dans la baisse de nos empreintes carbone. Donc, on regarde ça, on regarde également aussi tout l'impact CRM, trafic client, chiffre d'affaires qui peut être porté par l'utilisation de bons en fait, qu'on donne à nos clients quand ils nous ramènent des vêtements. Donc on essaye d'avoir une image un peu plus globale, parce que si on regarde effectivement que le compte d'exploitation avec les l'EBITDA en ligne de fin classique, ça peut être un peu limitant finalement pour aller déployer un modèle de manière plus large. Elisabeth, c'est les mêmes retours ou une expérience un peu différente? Alors un petit peu différente dans le sens où on ne porte pas les stocks. En fait, là, on est sur une histoire de commission. En fait, c'est les stocks qui sont portés par Smala. Dans le principe, en fait, nous, on va collecter le produit. Une fois que le produit est collecté, il va être mis en vente et sur le site Smala et sur le site IKKS. S'il est vendu sur le site IKKS, elle nous verse une commission. Si en fait il est vendu sur nous, donc nous, on a la vente. Et donc on la paye juste en fait de la partie logistique en fait du service qu'elle aura fourni. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'était un élément important justement dans les discussions financières de pas porter le stock, parce que les entreprises, on a déjà beaucoup de stock, donc s'en rajouter c'était pas forcément une bonne idée. Je suis d'accord que ça contribue aussi donc à la décarbonation, c'est sûr. L'autre point qui peut être intéressant aussi sur la seconde main, c'est que d'une approche par exemple plus marketing, c'est que ça peut nous permettre aussi de toucher une autre clientèle. Quand par exemple on est sur un positionnement comme le nôtre qui est plutôt premium, en fait le fait de pouvoir en fait proposer de la seconde main sur donc peut-être des budgets plus petits permet de toucher aussi d'autres personnes, ce qui peut être intéressant. Vous l'avez constaté ça dans les magasins ou c'est pas encore parce que c'est pas encore lancé, mais on imagine. Et puis aussi, donc, en fait, aujourd'hui, la rétribution qu'on va faire au consommateur en fait, de la collecte, c'est un bon d'achat. Donc ça va être un moyen aussi en fait, de récupérer du chiffre sur la première vie. Donc là-dessus, tout est l'hypothèse de savoir comment va être transformé ce bon d'achat, est-ce qu'il va être utilisé, et puis ça va être surabondé ou pas. Donc là, effectivement, en fonction du pourcentage où c'est surabondé, en fait, l'intérêt est encore plus intéressant d'un point de vue économique, mais en tous les cas, voilà, c'est notre mode de fonctionnement. Donc après, on a hâte de voir les premiers résultats dès qu'on va commencer, effectivement. Ouais. Donc encore pas mal de choses à tester. Ouais. Ok. Pour revenir à l'upcycling, des questions à vous trois, mais je pense à Maxime pour commencer. C'est quoi les défis des prochaines semaines, des prochains mois? On avait parlé ensemble de la poursuite des partenariats, à l'image du partenariat Patagonia que tu mentionnais tout à l'heure. Et puis la levée de fonds, c'est ça? Il y en a d'autres? Quels sont les défis pour la virgule? Notre défi principal, c'est de faire des produits qui soient vraiment qualitatifs. Je pense que tout passe par là. La désirabilité du produit final, elle est extrêmement importante. Donc tous les jours, on va travailler à avoir les meilleurs produits et les plus écologiques sur le marché. Ensuite, évidemment, nous, on travaille dans cet écosystème. Donc ça va être continuer à aller creuser les partenariats, aller plus loin, aller chercher encore plus de matière. Et souvent, on aime dire que la croissance a un peu mauvaise presse en ce moment. On commence un peu à remettre en question le concept de croissance de façon générale. Mais sur les projets upcyclés, c'est quand même un peu différent parce qu'on pourrait se dire qu'à chaque fois qu'un sac est vendu, c'est un déchet qui est mis sur le dos de quelqu'un. Donc on vient sauver en fait des kilos de matière,
c'est une croissance qui est peut-être un peu plus vertueuse, on va dire, que certaines croissances. Donc on a cette volonté quand même de croître pour grandir et sauver de plus en plus de matière. Et donc ça passe notamment par une levée de fonds qu'on va faire en 2024 pour venir industrialiser un peu plus nos process. Donc des enjeux d'industrialisation aussi, donc ça fait lien avec toi Simon. C'est quoi les défis pour vous? C'est trouver davantage de clients, trouver davantage de gisements, recevoir non pas 3 devis comme la semaine dernière, mais 6. Enfin, quels sont les défis? Oui, c'est vrai que le défi numéro 1, c'était de créer cet outil pilote qui allait permettre d'automatiser plus que d'industrialiser, parce que l'industrie, c'est un grand mot, même si on se considère comme une start-up industrielle. C'est vrai qu'en milieu d'année, on a levé un petit peu moins de 3 millions d'euros pour développer cet outil pilote et renforcer les équipes. Aujourd'hui, Losange, c'est une vingtaine de personnes qui répondent à tous les projets d'upcycling qui nous sont soumis. On a la volonté on a normalement a priori une deuxième levée de fonds qui est prévue en début d'année prochaine. L'objectif, c'est de cet outil pilote faire finalement multiplier ces outils-là pour permettre de valoriser de plus en plus de produits finis issus d'invendus ou de seconde main, pour permettre à des projets qui arrivent jusqu'à nous en ce moment, où les quantités sont de plus en plus grandes, et surtout à des marques qui souhaitent mettre en place un processus de revalorisation périn au sein de leur structure. On parlait d'innovation dans les business models juste à côté. La seconde main, c'est quelque chose qui est très bien arrivé. Et on a des très beaux exemples ici explicatifs et assez parlants de mise en place d'un circuit de seconde main au sein d'une marque ou d'un groupe. Ce qu'on souhaite, c'est que l'upcycling réussisse à s'imposer de la même manière. Ça va être une question de volume, parce que l'upcycling, c'est un travail de revalorisation qui est donc plus complexe que ce qu'on peut faire avec le réemploi de produits de seconde main en l'état. Et pour réussir à valoriser un très grand nombre et donc intéresser de plus en plus de monde, il faut augmenter les capacités de production. Et les capacités de production chez Losange, c'est continuer cette industrialisation en augmentant le nombre de lignes de production automatisées de découpe de produits finis. J'ai oublié de te demander si tes vêtements étaient produits par votre appareil de production. Oui. Je vais éviter de les faire passer. Mais mon pantalon et ma surchemise sont en effet issus des premières productions de Losange. Mon pantalon a déjà 2 ans. C'était un stock de produits, de pantalons cargo qui avaient des défauts et qui avaient eu un problème de délavage qu'on a revalorisé en pantalon. Et aussi parce qu'une jambe était plus courte que l'autre. Et je porte une surchemise de la toute dernière collection Losange, là par contre, qui est faite à partir de suites de seconde main. Super. Camille, est-ce que tu portes les vêtements que vous produisez? Non, malheureusement, je ne rentre plus dedans. Mais là, j'ai un petit exemple. C'est sur le prêt-à-porter enfant, effectivement. Et du coup, merci. C'est des anciennes couettes qu'on a rachetées au relais, puisqu'il y avait une problématique. Ils avaient beaucoup de couvertures dont ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils nous ont lancé le défi de les revaloriser. Et voilà. Donc, c'est nos tout nouveaux modèles. Et après, nous, en termes d'enjeux, on a 2 enjeux aujourd'hui. Le premier, c'est de consolider notre réseau d'ateliers de confection, puisqu'aujourd'hui, on s'appuie sur les ateliers avec lesquels on travaille. Mais en fait, quand on a commencé à ouvrir notre offre aux entreprises, quand je vous disais que ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'impact environnemental, pour vous donner une idée, sur certaines entreprises, il s'agit de revaloriser entre 8 et 10 tonnes en une seule fois, ce que nous, on imaginait faire en 1 an sur le prêt-à-porter enfant. Donc nos capacités de production ne sont pas encore tout à fait alignées avec ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à consolider notre production. Et la deuxième, bien évidemment, c'est de trouver des entreprises qui ont envie de s'embarquer dans le projet de la revalorisation textile avec nous, d'imaginer ce qu'on peut faire avec les anciens t-shirts, les anciens EPI, etc. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître pas forcément très alléchant, mais je peux vous assurer, en travaillant depuis quelques mois dessus, qu'on peut faire vraiment des projets super avec des anciens EPI et être super fiers de ce que ça donne au final. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les sites internet là, des intervenants qui s'expriment aujourd'hui. Vous avez des exemples de production. Ça permet de bien comprendre ce qui est fait, ce qui est produit. Et ça vous permet aussi de deviner que Simon est fabriqué, ses vêtements sont fabriqués avec son appareil de production, parce que je voyais les différentes pièces et ça ressemblait à ce que je voyais sur le site internet. Moi j'ai d'autres questions, mais je voulais aussi qu'on se garde un moment pour vos questions.
les questions du public. Je ne sais pas si le micro circule. Tout à l'heure, il y avait un micro qui pouvait circuler. Ça va arriver. Vous pouvez tenter le coup à voix haute, mais sinon le micro arrive. Bonjour, Valérie Corbineau, je suis directrice du délégué donc aux formations en lycée professionnel. Je ne sais pas si la question va vous intéresser. Est-ce que vous avez des besoins en compétences particuliers à nous demander, nous, organismes de formation? Simon, je te sentais prêt à répondre, ou Maxime? Oui, c'est vrai que nous, on a un enjeu sur la formation. Au-delà du fait, dans la formation, dans les métiers de couture, c'est vrai que l'upcycling, c'est pas toujours quelque chose de naturel. De plus en plus, on a la chance d'avoir un bac pro métier de la mode à Nevers et du coup, on a forcé pour que les programmes des prochaines années soient orientés sur l'upcycling puisqu'on reçoit beaucoup de jeunes stagiaires chez nous. C'est un sujet. L'autre sujet, c'est aussi sur les formations en stylisme, modélisme, qui sont pour le stylisme potentiellement les futurs créateurs de demain, les futurs directeurs et directrices artistiques de demain, formés à l'upcycling, montrer toutes les possibilités que l'upcycling permet, que ce soit de vêtements, que ce soit d'équipements professionnels, que ce soit de textiles, bâches, toiles de rideaux, toiles de voiliers, voilà, formés à toutes ces choses-là. Et aussi en modélisme, il y a un vrai besoin de former les gens à l'upcycling. Nous, on a la chance d'avoir une modéliste qui, depuis 3 ans et demi, travaille chez nous et a découvert l'upcycling et a eu le temps de se former. Mais un projet d'upcycling, c'est souvent finalement porté par les modélistes qui vont proposer des travails de revalorisation parce qu'en fait, l'upcycling, en tout cas pour du vêtement, c'est une affaire de géométrie. C'est réussir à partir d'un gisement identifié des suites, à réussir à refaire un autre suite et comment on va réussir à découper des empiècements à la fois pour faire en sorte que le produit il soit bien taillé alors qu'il a plusieurs empiècements, mais aussi que le taux d'utilisation de la matière soit maximisé. C'est vrai que couper des empiècements dans un suite pour utiliser 25% du suite, ça sert à rien. Pour utiliser 90% du suite, parce qu'on a vraiment réussi à valoriser des gros bouts dans les manches, des gros bouts dans le devant, dans le dos, ça c'est un vrai sujet. Donc c'est faire en sorte que l'upcycling soit plus mis en avant dans les formations, notamment sur les métiers modélisme, stylisme et aussi évidemment les métiers de façon. Maxime, tu voulais dire quelque chose ? Sur les recrutements, évidemment, alors nous c'est un peu différent parce que nous on n'a pas l'outil industriel en interne, mais on va toujours recruter en fait des personnes pour faire de la conception. Et tu l'as très bien dit, être formé à ce type de production est vraiment, c'est vraiment un atout pour nous. Et je pense que si vous travaillez dans les milieux de la formation, essayez d'essaimer l'upcycling à toutes les sauces, parce que ça nous aidera beaucoup derrière pour trouver les bons talents, en effet. Et sur la formation, dans l'intervention précédente, on assistait aussi sur la formation des équipes, des vendeurs. C'est un sujet pour vous, côté Auchan, IKKS aussi ? Pour nous, oui, en fait, au niveau de quand on va collecter en magasin, parce qu'effectivement, ce qu'on disait, c'est que tout à l'heure, en fait, effectivement, les vendeuses il va falloir qu'elles fassent en fait la reprise en fait du produit. Donc déjà savoir juger en fait de si le produit est apte ou pas en fait à être utilisé en seconde main. Savoir aussi le dire à la cliente quand c'est pas le cas, c'est pas toujours évident. Donc oui, pareil, en fait, il va falloir effectivement former les équipes de vente. Oui, c'est clair. Ouais. Et si je peux me permettre d'ajouter, donc nous aujourd'hui on vend de la seconde main en textile, on vend aussi des produits reconditionnés en électronique, électroménager, on fait des bouquins d'occasion, on fait énormément de choses chez Auchan. Et la première chose, c'est d'aller expliquer aussi quelle est la différence entre un produit reconditionné. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une garantie ? Est-ce que ça a été vérifié ? Surtout quand on parle de produits dans lesquels on a des enjeux sécuritaires. Donc ça peut être le cas effectivement sur de l'électroménager. Donc avant tout, c'est aussi de savoir passer le message en interne à nos conseillers de vente, à nos employés dans les magasins, pour que eux puissent être la voix de ça auprès de nos clients, de savoir l'expliquer finalement aux clients en quoi c'est différent, en quoi c'est plus vertueux, en quoi ça vaut le coup finalement d'acheter ces produits qui sont issus de l'économie circulaire. Donc on a aussi cette partie. Donc il y a une réflexion marketing également sur la façon de valoriser la seconde main. Vous utilisez plutôt des arguments environnementaux
Si oui, lesquels? Alors nous, quand on a lancé le corner en textile, très honnêtement, on était sur du prix. Finalement, l'axe de communication majoritaire quand on parle de seconde main chez Auchan, c'est vraiment le prix, et on sait que c'est ce que nos clients viennent chercher. Aujourd'hui, et dans un contexte inflationniste tel qu'on le connaît aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le point majeur dans l'attrait finalement d'une offre de seconde main. Néanmoins, on veut faire évoluer notre communication pour pouvoir être un peu plus pédagogue auprès de nos clients, justement sur ces impacts environnementaux, mais de le faire avec intelligence, sans greenwashing. Et donc ça prend un peu de temps pour avoir le bon message à communiquer par la suite. Ouais, les bonnes mesures derrière. Merci. Donc c'était une question tout à fait pertinente sur la formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez bien entendu la question? Oui, j'ai bien entendu la question. Alors, je me permets d'y répondre parce que nous, la spécificité, c'est qu'on a quasi que des pièces uniques. Du coup, sur les vêtements bébé-enfant, je parle. Puisque dans un textile, on va faire 2-3 modèles, en fait. Donc, on a des modèles, des robes qui sont toutes les mêmes, mais par contre, les motifs vont changer tout le temps. En gros, la question de comment on craque ça pour essayer de vendre dans grands magasins ou chez des détaillants, et ben en fait, c'est assez compliqué, en toute honnêteté. Nous, personnellement, on a tenté, et à chaque fois, il y avait un frein à la fin, effectivement, parce que les personnes n'arrivaient pas à avoir des profondeurs de gamme suffisantes ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'au final, nous, aujourd'hui, on est resté en 100% digital sur cette offre. Parce que c'est assez compliqué. C'est surtout les détaillants indépendants en fait qui vont acheter chez nous, parce que justement ils vont choisir à la pièce en fonction de leur univers, de ce qui leur plaît, de ce en quoi ils se projettent, etc. Pour les grands magasins, on avait déjà tenté des choses. Finalement, ça n'a jamais abouti parce que trop complexe pour eux pour l'instant à mettre en place. Alors après, on sait qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se développer. C'est aussi arrivé à des moments où effectivement, post-Covid, etc., il y avait des volontés, mais finalement, il fallait avant tout faire du chiffre, et que c'était plus l'économie circulaire qui était leur premier objectif. Donc voilà, pour répondre à la question, on n'a pas de réponse. Je vais prendre un peu le contre-pied. C'est vrai que c'est possible. Il faut juste de la bonne volonté pour réussir à le faire. On travaille en ce moment avec une marque de luxe pour le développement de sa gamme upcyclée. On a réussi à proposer des choses où on allait pouvoir faire plus de 5000 produits par référence et qui allaient pouvoir être vendus omnicanal. Nous, Losange, personnellement, on est vendu sur notre site, on est vendu sur We Dress Fair, on est vendu aux Galeries Lafayette, on est vendu au Printemps Haussmann et dans une boutique aussi en Bourgogne-Franche-Comté. On a réussi à distribuer nos produits à toutes ces boutiques-là. En fait, il y a un vrai sujet, c'est choisir la matière première avec laquelle on va travailler. La première chose, c'est qu'il existe des gisements que nous, on traite déjà depuis longtemps, qui sont en quasi-infinité. Les sweats, les jeans, les pantalons de travail, toutes ces matières-là qui en fait sont disponibles, et c'est sûr que le projet d'upcycling, il est un peu plus contraignant dans la manière avec laquelle on va se projeter. Si demain vous souhaitez chez Fago mettre en place un pantalon orange, en upcycling, je vais vous dire ça va être compliqué. Par contre, si vous voulez faire un jean upcyclé, une veste de travail upcyclée, un pantalon de travail upcyclé, un cargo upcyclé, un t-shirt upcyclé, un sweat upcyclé, là il y a des solutions. C'est le sourcing, la première solution. Et normalement, on est en mesure d'accompagner. Une des choses qu'on propose à Losange, c'est cette partie bureau d'études, où en fait, à partir des idées de la marque, d'une planche par exemple,
d'un dessin à plat, on va proposer des solutions en upcycling à partir de produits finis, soit issus de vos propres stocks d'invendus, j'espère que vous n'en avez pas, soit issus de produits de seconde main. Et dans ces cas-là, on commence toute une phase de sourcing. On est connecté avec plus d'une vingtaine de centres de tri en Europe, en Italie, en France, en Espagne et en Angleterre, qui proposent chacun des spécificités sur des produits de seconde main qu'ils réussissent à récupérer par rapport à leur tri respectif. Et on peut toujours trouver. Donc si jamais vous souhaitez, avec plaisir pour vous accompagner sur la création d'une gamme upcyclée et vous montrer qu'il est possible de faire des produits. On a 7 surchemises, on en a fait 500, on aurait pu en faire 10 000. Franchement, il y a beaucoup de typologies de produits qui sont malheureusement trouvables à l'infini sur le grand marché de la seconde main et des centres de tri. Donc il y a une proposition de rencontre, d'échange, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Alors, oui, je peux vous donner mon micro. Merci. Tout d'abord, félicitations, parce qu'on a une magnifique table ronde qui montre que la seconde main, c'est en train d'entrer dans les mœurs. Et on voit bien qu'il y a 2 grosses entreprises, IKKS et puis Auchan, qui s'en sont emparées. Ce que je voudrais savoir à propos de ces business models, c'est comment vous les avez vendus en interne de vos entreprises. Et oui, je vous vois rigoler, c'est que ça ne va pas être très simple, parce que les taux de marge ne sont pas les mêmes. La deuxième chose, c'est une fois qu'on aura épuisé les stocks de produits qui sont quasiment neufs ou en très très bon état, comment on fait pour aller un pas plus loin, pour entrer dans les phases vertueuses, peut-être de la réparation, par exemple ? Oui, je rigole parce qu'effectivement, ça n'a pas été simple. Bon, c'est là où Smala nous a beaucoup aidé, hein, effectivement, parce que Smala a déjà l'activité. Donc, on a pu se baser sur les chiffres de Smala, sur ce qu'elle faisait et comment elle faisait. Donc, ça a été beaucoup plus simple de se projeter que... Voilà, donc... c'est dommage qu'elle soit pas là, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé en fait pour écrire notre business model. L'autre point qui était important aussi, c'était qu'elle supporte le stock, hein, clairement. Donc voilà, c'est ça aussi qui nous a vraiment permis de le faire. Après, effectivement, alors aller au bout des ressources. Oui, en fait, ça va peut-être pouvoir arriver. En fait, après, quand on sait tout le textile qu'on est en train de produire, je pense que c'est pas demain la veille. Néanmoins, on travaille aussi sur un projet de réparation chez IKKS qu'on va mettre en place à partir de l'année prochaine pour justement une autre façon aussi d'être sur ce travail. Oui, effectivement. Voilà. Et nous, l'enjeu chez Auchan, je le disais, les corners ont ouvert en février 2020. Donc, mine de rien, on approche des 4 ans. Et on était assez précurseurs à l'époque. Donc, il y a eu un engouement assez phénoménal des magasins au démarrage, avec des linéaires accordés dans les hyper qui étaient vraiment des places de choix. Je dirais que moi, l'enjeu principal auquel je suis confrontée aujourd'hui, c'est de faire perdurer justement cette émulation qu'on a eue au démarrage et qui a pu être chahutée pendant le déploiement par... une qualité de stock qui baisse. On était exclusif au départ avec Patatam et ensuite quand eux se sont ouverts à un autre panel finalement de partenaires, on a pu perdre parfois en qualité. Alors quand je dis qualité, c'est qualité de marque, qualité d'appro, qualité de gisement, disponibilité des stocks. Et donc dans ce cadre-là, moi, ce qui m'anime et ce pourquoi je me bats un peu tous les jours, c'est plutôt pour garder finalement cette émulation, garder la motivation, leur prouver que ça vaut bien le coup, que oui, c'est peut-être pas la meilleure marge, mais néanmoins, c'est ce vers quoi on veut aller. C'est vraiment écrit dans la stratégie d'Auchan. Et c'est important de passer un peu cette petite tempête pour qu'on puisse pérenniser le modèle. Donc moi, je dirais que c'est plutôt là-dessus en fait que je suis challengée aujourd'hui dans la pérennité. Et ensuite, nous, chez Auchan, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est purement en textile-confection. Demain, on ne s'interdit pas et on commence à regarder à la façon dont on pourrait implémenter la seconde main sur de la puériculture, qui fait partie du giron textile chez Auchan, sur de la chaussure, sur de la maro, tu l'évoquais tout à l'heure, Elisabeth. Donc ça c'est important. Et ce sur quoi on travaille en parallèle également, c'est sur notre première main in extenso, avoir un vrai travail d'éco-conception, d'éco-sélection, de désirabilité de la marque, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui tombe finalement et ce qui intéresse les clients en seconde main, c'est des marques qui ont de la valeur, en tout cas aux yeux des clients. Donc on a aussi un enjeu en interne pour finalement sur notre première main être en capacité de servir ce circuit. Et donc ça, c'est assez challengeant également pour les équipes produits.
Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenup.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!